Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un projet d'intégration avec Microsoft Visual Studio et SSIS. Premièrement, pour commencer, on va créer un nouveau projet avec un fichier nouveau projet. Et le projet, c'est le projet Integration Services. Vous devez lui donner un nom. 1935. Et c'est parti. Un projet SSIS il y a deux grandes parties. Il y a le flux de contrôle et le flux de données. Vous voyez ici en haut, il y a le flux de contrôle et le flux de données. Le flux de contrôle va servir à dicter l'ordre d'exécution des différents éléments du flux de données. Parce que, par exemple, dans le flux de données, vous faites une transformation, une extraction ou un chargement. C'est dans le flux de contrôle qui va dicter quelle étape va être faite dans quel ordre. Donc, le flux de données va servir plus à transformer vos données. Les trois lettres de ETC, extraction, transformation et chargement, et sont dans le flux de données. Le gestionnaire d'événements, il permet de gérer qu'est-ce qui se passe lors de l'exécution de vos flux de données et de contrôle. C'est des erreurs, etc. C'est le gestionnaire d'événements qui va vous aider à bien gérer vos événements qui peuvent se produire. Avant de commencer à travailler sur le projet, il est bien important de bien configurer les paramètres du package. Premièrement, on va renommer le package. On va l'appeler, par exemple, test 1. Et on va changer ça local ID. Le projet sur lequel on travaille aujourd'hui sont avec des données qui viennent de l'anglais, de Microsoft. Donc, pour être sûr que tout fonctionne au niveau des devises et de façon que le temps et les points et les virgules sont utilisés dans les nombres, il est plus prudent d'utiliser anglais qu'aux États-Unis. Comme ceci. Dans ce projet, nous allons créer une connexion entre un fichier texte que nous allons importer dans une base de données, dans une table de faits de notre cube. Pour commencer, je vais vous montrer qu'est-ce qu'a l'air le fichier texte en question. Bon, vous voyez, le fichier texte Simple Currency Data contient 4 pièces d'information. Le taux moyen, que vous voyez à gauche ici. Vous avez la devise, la date, et le taux de clôture, ou le end update rate. Et c'est ces informations-là qu'on va importer dans notre table. Pour créer une connexion sur un fichier fort, dans la section gestionnaire de connexion, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez nouvelle connexion de fichier plat. Donc, on va nommer cette connexion. Et nous allons choisir notre fichier ici. N'oubliez pas de sélectionner vos paramètres régionaux en anglais. Là, c'est un fichier qui vient de Microsoft qui ont fait le test en anglais. Et le format de page code 1252, bien sûr. Dans les colonnes, on va aller voir si la séparation se fait bien. Tout a l'air beau. Chaque colonne a l'air d'avoir ses informations. Dans Avancé, nous allons maintenant nommer les colonnes. Regardez, il est beaucoup plus facile de travailler avec l'outil SSIS avec des noms de colonnes significatifs que colonne 0, 1, 2, 3. La première colonne, c'est Average Rate. La deuxième colonne, c'est mon Currency ID. La colonne 2, c'est notre Currency Date. Et notre colonne 3 est notre End Update Rate. Par défaut, il met des chaînes sur toutes les colonnes au niveau du type de données. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser l'outil qui nous suggère des types. Donc, on clique ici, on clique sur OK.
Et il nous détermine les types. Vous voyez, ça n'a pas changé, on a encore des strings. Donc, il va falloir y aller à la main, parce qu'il faut avoir exactement le bon type de données qu'on travaille. Si c'est du numérique, il faut absolument que ce soit numérique, etc. Fait que notre average rate, c'est un type de données flottant. Donc, on a flottant ici. La colonne 1, c'est un currency ID, c'est un type de données chaîne Unicode. La colonne 2, c'est un type de données date base de données. Et la colonne 3 correspond aussi à un flottant. On allons dans l'aperçu et il trouve bien nos données. Tout semble beau. Donc, on peut considérer cette connexion complète. Maintenant que nous avons la connexion pour le fichier source, nous allons créer une connexion pour le fichier destination. La destination, dans notre cas, c'est la base de données DaVinciWorks DW 2008 qui se retrouve sur un serveur SQL de Microsoft. Donc, on va faire une connexion de type OLEDB. Encore bouton de droite, dans la section gestionnaire de connexion, nouvelle connexion OLEDB. Nous allons créer une nouvelle connexion. Nom du serveur. Dans notre cas, le serveur se retrouve sur la machine sur laquelle on travaille. Donc, on va prendre le mot localhost. Mais dans un contexte d'entreprise, souvent les serveurs vont être distants. Vous allez mettre le nom DNS du serveur. On va sélectionner une base de données, dans notre cas DaVinciWorks TW 2008 R2. Et on va tester la connexion pour s'assurer que tout fonctionne. Tout est parfait. On va faire OK. Et une fois qu'elle est sélectionnée, on va faire OK ici. Donc, elle est maintenant dans notre gestionnaire de connexion. Nous allons maintenant commencer à créer notre flux de contrôle. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un flux de données, une tâche de flux de données ici. On va déplacer à partir de la boîte à outils vers le flux de contrôle et on va donner un nom ici. Flux de données, c'est ça notre ETC pour le currency. Donc on peut double-cliquer et ça nous amène, regardez ici, au flux de données qui nous permet maintenant de mettre des items de flux de données. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre source de données de fichier plat. C'est quand on double-clique, il nous permet de sélectionner notre fichier plat. Regardons si les colonnes sont toujours correctes, et même si tout est là. On va faire OK. Vous voyez, il y a deux flèches ici. La flèche verte, c'est le flux normal quand que tout se passe bien, quand il n'y a pas d'erreur. Puis le rouge, c'est quand il y a une erreur qui survient. Fait que on peut déjà commencer à faire de la gestion d'erreurs avec l'outil. Revoyons quelques instants le fichier source. Vous voyez dans le fichier source que l'unité de devise ici, c'est marqué USD. Alors que dans notre fichier cible, ça va être un ID. Donc, il va falloir trouver un moyen de convertir USD en ID. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une transformation de type recherche. Allons voir le champ de dimension dim currency. Bon, vous voyez dim currency, on va ici, les colonnes, on a le currency key, qui est la clé qu'on veut avoir. La ternate key, si on regarde dans le fichier ici, c'est vraiment ce qu'on a présentement dans notre fichier source, avec le currency name. Donc nous autres, ce qu'on veut, c'est prendre ce champ-là, faire une recherche sur ce champ-là, et retrouver la clé currency key. Retournons dans la boîte à outils, et allons chercher la transformation recherche. On va partir du fichier source, on a collecté vers la recherche, et recherche. Donc ici, vous voyez le mode de cache complet, partiel ou aucune cache. Ça nous permet de déterminer si le serveur SSIS va télécharger l'ensemble de la base de la table pour faire ses recherches, ou s'il va faire ça partiellement, ou il va y aller directement avec un SQL sur la table.
Donc, on va utiliser la connexion OLEDB. Dans la connexion, on prend celle qu'on a déjà faite, le Venture Work, et on va utiliser la table et la vue d'InCurrency. Dans les colonnes, on a les colonnes d'entrée, ça vient de notre fichier source, et on a les colonnes qui sont de recherche. Donc, on va prendre Currency ID, et on va le connecter à Currency Ethernet Key. Et on veut Currency Key, donc on va sélectionner Currency Key ici. Qu'est-ce que ça va donner ici? C'est qu'on va avoir un nouveau champ dans notre flux qui va s'appeler Currency Key. On a le choix entre remplacer Currency ID ou l'ajouter comme nouvelle colonne. Dans ce cas-ci, on va l'ajouter comme nouvelle colonne. Donc, votre recherche est terminée. Bon, maintenant que vous avez fait le Currency Key, la même chose va être faite pour la date. Parce que la dimension date a aussi une clé qui peut être différente de la clé d'affaires. Donc, faisons une nouvelle recherche en allant chercher dans la boîte à outils une recherche. Bon, là, on a des noms trop similaires, fait qu'on va changer le nom de première pour recherche Currency Key. Et notre nouvelle va être recherche des keys. Comme ça. Nous allons prendre la sortie de Currency Key comme entrée à l'autre recherche. Comme ça, le résultat de notre transformation va se retrouver dans l'entrée de la prochaine. On prend une sortie avec correspondance qui correspond à nos nouveaux champs qu'on a rajoutés. Et ça, on rentre dans la recherche des keys. Même chose que tantôt, on va aller chercher une connexion à VentureWorks. On va sélectionner cette fois-ci DINDate. Et on va sélectionner les colonnes. Notez que Currency Key est maintenant une colonne dans nos colonnes d'entrée, car c'est la colonne qu'on a rajoutée tout à l'heure. Donc, on va prendre Currency Date et on va le faire pointer sur Full Date Alternate Key. Mais nous voulons comme sortie une nouvelle colonne qui est Date Key. Donc, ajouter comme nouvelle colonne ici. OK. Donc, si on récapitule, on prend notre fichier plat, on transforme le Currency Key et ensuite on transforme la Date Key. Maintenant que nos transformations sont terminées, il nous reste à charger les données dans la base de données. Pour ce faire, nous allons dans la boîte à outils, nous allons chercher une destination OLEDB, qui est la destination du fichier dans la base de données. Nous allons prendre la sortie de notre dernière recherche, et nous allons l'envoyer dans la destination. Prenez la sortie avec correspondance. Et OK. Donc, double-cliquons ici. Maintenant, pour configurer la sortie, nous allons toujours rester dans VentureWorks et on va aller chercher la table Fact Currency Rate. Dans les mappages, on va aller voir si tout est correct. Average rate correspond à average rate. End of rate avec end of rate. Currency key avec currency key. Et date key avec date key. Le logiciel a tout trouvé les colonnes car elles portaient le même nom. Fait que tout ça est bien beau. Donc, notre TC est maintenant terminé. Avant d'exécuter notre TC, on va quand même regarder la destination, qu'est-ce qu'elle a l'air. Allons dans SQL Server et regardons le nombre d'entrées qu'on a dans notre Fact Currency Rate. Nous avons présentement 14 264 lignes. J'ai une colonne qui est notre Insert Date. Insert Date is 9. Cette date-là va mettre la date d'insertion de notre TC. Donc présentement, vous voyez qu'il n'y a aucune ligne
de rentrer pour ça, parce qu'on n'a pas encore exécuté notre TC. Exécutons maintenant notre ETC. Vous allez aller dans le menu Débugger, démarrer le débogage, et l'exécution se fait. Vous voyez, c'est déjà terminé. On va le voir dans le flux de données. Vous voyez que chacune des entrées est verte, donc tout s'est bien passé. Chaque recherche est bien exécutée et l'insertion à destination est bien exécutée. Si on regarde dans le gestionnaire d'événements, dans la progression, on peut voir toutes les étapes qui s'est passées puis combien d'éléments qui ont été rentrés. Donc on peut voir jusqu'à la fin ici. Ça a pris même pas une seconde. Et on a écrit 549 lignes dans la destination. Où est le DB? Allons voir maintenant qu'est-ce que ça a l'air dans la destination. Comme je vous mentionnais, le insert date du frequency table, c'est quand que j'insère, je mets automatiquement une date. Donc si elle n'est pas nulle, c'est des nouvelles lignes qu'on vient d'ajouter. Regardons, si on fait exécuter, on voit que des lignes correspondent aux entrées qu'il y a dans le fichier, le fichier source. Puis si on fait un count pour savoir le nombre de lignes, on devrait avoir 549 lignes effectivement. Donc, tout a été fait avec succès. Nous allons maintenant copier notre package pour pouvoir faire un test avec les entrées invalides dans notre source. Allons dans l'explorateur de solutions et on fait bouton droit, copier et bouton droit, coller. On va aller ici pour renommer notre package. Oui. Et nous allons générer un nouvel ID. Maintenant que nous avons notre copie, nous allons changer la source de données. Notre sample currency data. On va changer son fichier source avec celui qu'on a mis du mauvais data dedans. Allons voir ce mauvais data. Donc, pour simuler des erreurs de données, j'ai changé l'unité de la devise par le mot bad. Comme vous voyez, c'est une devise qui n'existe pas. Donc, la transformation de recherche devrait nous donner une erreur. Exécutons donc notre ETC, débugger, démarrer le débogage. Vous voyez, il est tombé en rouge. Nous allons voir dans le flux de données qu'est-ce qui s'est passé. Ah! Currency key a trouvé une erreur. Allons dans la progression pour aller voir quelle erreur qui peut être survenue. Comme vous voyez ici, aucune correspondance de ligne trouvée au cours de la recherche. C'est le genre de choses qui peut arriver dans l'environnement de production. Votre source n'est pas nécessairement fiable et vous voulez pouvoir gérer cette erreur-là sans empêcher les entrées valides de passer. Qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est comment gérer les erreurs avec l'outil. Nous allons ajouter de la robustesse à cet ETC. Dans la recherche, vous vous souvenez qu'il y a deux flows de sortie. Un pour les erreurs, un pour quand c'est avec succès. Et nous allons prendre celui d'erreur, puis nous allons l'acheminer à une sortie de fichier d'erreur. Comme ça, on va pouvoir avoir une trace de quel enregistrement qui n'a pas fonctionné. L'information qui sort de ce flux-là, c'est des codes d'erreur. C'est quelque chose qui est cryptique, qui n'est pas nécessairement facile à lire pour les humains. Donc, on va faire un script qui va transformer ce code d'erreur-là en message d'erreur avec les API de SSIS. Donc, on va commencer par aller dans la boîte à outils et aller chercher un élément de script, le composant script ici. Nous allons garder le choix par défaut, transformation, parce que nous allons vouloir transformer la sortie d'erreur
en rajoutant une nouvelle colonne qui est la colonne de description de l'erreur. On va l'associer à notre flux d'erreur, ici. Et nous allons dire que la sortie de recherche doit réacheminer la ligne de l'erreur. On va ici, réacheminer la ligne. Les autres choix, c'est ignorer l'échec. Si vous savez que l'erreur, c'est pas grave, on peut ignorer l'échec. Et si on met composant défaillant, qui est la chose par défaut d'une sortie d'erreur, ça va arrêter le processus complet de l'ETC. Et nous, ce qu'on veut, c'est continuer l'ETC pour les lignes qui sont fonctionnelles. Les lignes en erreur, on veut les réacheminer. C'est pour ça qu'on utilise l'option réacheminer la ligne. OK, là-dessus. Bon, on rentre dans le composant script. Première chose, c'est de s'assurer que toujours le local est en anglais. OK. Colonne d'entrée, on va utiliser le error code. Et en entrée, en sortie, on va rajouter une nouvelle colonne qui va être la colonne error description. Cette colonne-là, error description, ça va d'une colonne de type texte Unicode et de longueur 100. D'accord. Là, c'est un petit peu tricky, c'est qu'il faut faire du code maintenant pour faire la transformation nécessaire. Donc, il faut aller cliquer sur modifier le script. Donc, le code qui est fait dans ce code-là, c'est du code en C#. Il y a plusieurs fonctions à modifier. Mais dans le cas qui nous concerne, on a juste une, c'est l'exécution de chacune des lignes. C'est le code qui est exécuté à chaque fois qu'une ligne est arrivée. C'est le process input row. Donc, on va aller modifier le code ici avec un code. Donc, ce que je dis, c'est que la colonne error description qu'on a rajoutée tantôt, ça va chercher l'error description, la fonction à partir du error code. Fait que ça, c'est SSIS qui donne cette fonctionnalité-là d'aller chercher une description textuelle du code d'erreur. Une fois la fenêtre fermée, on retourne l'éditeur de fonction script, on fait OK. Maintenant, on a nos lignes d'erreur qui vont sortir ici. Qu'est-ce qui nous reste, c'est d'écrire la sortie dans une connexion de fichiers plats. Donc, on va aller chercher une destination de flux de données fichier plat qu'on va associer à notre composant script, ici. Bon, on ne peut pas écrire dans le fichier d'entrée, bien sûr, on va écrire dans un nouveau fichier. On va faire un nouveau. On va garder délimité. Puis, on va les parcourir. On va l'écrire dans Error Currency. On va rester toujours en anglais, États-Unis. Regardez ça, standard. Si on va dans l'avancée, on voit que toutes les colonnes de la sortie sont là. Nos colonnes de données, nos errors et le error description. Fait que tout est là. Donc, il nous reste à faire le mappage. Les noms sont identiques, le mappage se fait d'un coup. On fait OK là-dessus. Et maintenant, on a une destination. Nous sommes maintenant prêts à faire l'exécution. Allons-y. Démarrer le débogage. Et on fait l'exécution. Si on regarde, l'exécution s'est terminée avec succès. Et vous pouvez même voir ce qui s'est passé. Ici, on avait 6 lignes en entrée. On a 2 lignes en sortie qui ont réussi et 4 lignes en erreur. Allons voir le résultat dans le fichier de texte. Voici le fichier d'erreur que ça donne. Vous voyez que pour chaque ligne de la source qui a fonctionné, on a l'ensemble des valeurs ici, et ensuite on a le message d'erreur qui dit ce qui s'est passé. Dans ce cas-ci, il n'y a aucune correspondance. Ça veut dire que dans le fichier dim currency, il n'y avait pas le currency bad. C'est ce qui met fin à notre démonstration aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Bonne fin de journée.